Quand mes enfants ont commencé l'école, je m'imaginais les accompagner dans leur apprentissage, les épauler dans la découverte des connaissances infinies, le tout de façon ludique et douce. Puis là, les devoirs ont commencé. Hey, le plaisir de partager mon savoir a pris le bord assez vite, merci. Là, mon besoin, c'était que mon fils finisse la page 47 de son cahier de mathématiques sans que j'aille à m'ostiner à chaque addition. Aussi, moi, je l'ai fini, mon primaire, mais comment ça, je connais plus rien? Patrick est le papa de Zoé, 6 ans, qui est en première année. Quand vient le temps des devoirs, Zoé est pas motivée pour 2 sous. Son père trouve ça décourageant. Il a l'impression qu'il veut plus qu'elle. Puis, comme ma mère me l'a souvent dit, « Gabrielle, je peux pas le faire à ta place. » Pour trouver des astuces afin que la période de devoir se déroule sans chicane, on parle avec Solène Bourque, psychoéducatrice qui s'intéresse à tout ce qui touche intervention et éducation depuis plus de 25 ans. C'est une fière collaboratrice de Naître et Grandir depuis plusieurs années. Je m'appelle Gabrielle Caron, maman de 2 petites tornades, puis quand j'ai le temps, je suis aussi humoriste, autrice et podcasteuse. Bienvenue à GPS, votre guide parental simplifié, un balado de Naître et Grandir. Dans chaque épisode, en compagnie d'une famille différente, on s'attaque à un moment clé de la journée qui leur donne du fil à retordre. En compagnie d'un ou une spécialiste, on essaie de trouver, pas des pistes de solution, mais plutôt des pistes d'amélioration. Dans cet épisode, on jase de périodes de devoirs difficiles. Alors, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. On a la chance de se rencontrer aujourd'hui pour parler de la période des devoirs à la maison. Donc, si on commençait par discuter un peu de la rencontre de parents là, que vous avez eue lorsque vous avez appris, avec une certaine surprise quand même, là, que Zoé, votre petite fille de 6 ans, là, nécessitait plus de rattrapage que prévu pour suivre le groupe. C'est bien ça qui est arrivé? Vous avez eu une rencontre avec les profs? Après quelques semaines, on s'est fait rencontrer par l'orthopédagogue de l'école et sa professeure pour dire que Zoé avait de la misère vraiment à suivre dans plusieurs matières, alors qu'avant la grève, on avait plus remarqué qu'il y avait des difficultés en français, fait qu'on s'était un petit peu concentré là-dessus, l'apprentissage des mots, l'orthographe, là, c'est pour ça qui est appris en première année. Oui. Mais là, quand on a vu que c'était tout, qu'il y avait des problèmes de lecture, qu'il y avait de la difficulté à suivre tout ce qui se faisait dans la classe, mathématiques, c'était pas clair, elle mélangeait des concepts, des fois, il y a des journées, elle semble apprendre quelque chose, mais le lendemain, elle s'en souvient plus. C'est plus difficile, ouais. C'est ça. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui vous étaient mentionnées par l'école, puis là, c'était préoccupant pour vous. Il faut aussi mentionner que Zoé fait partie des plus jeunes de la classe, c'est-à-dire que sa fête est en septembre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis elle est dans un groupe où ils sont des premières et des deuxièmes années. Ouais. Donc, elle est vraiment la plus jeune. La plus jeune d'un groupe qui peut avoir des écarts de presque 2 ans avec elle. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un bon comparatif de ce côté-là. Donc, puis vous, comme parents, finalement, suite à cette rencontre-là, ce que vous avez eu envie de faire, c'est de mettre un peu comme les bouchées doubles. Concrètement, ça se passe comment avec Zoé quand vous décidez de vous installer au retour de l'école pour faire des travaux et des devoirs? Bien, moi, je la prépare toujours sur ce qui s'en vient, pour être sûr qu'elle n'ait pas de surprise, puis qu'elle n'ait pas d'attente sur « OK, j'arrive là à la maison, je vais aller jouer dans mes choses. » là. Fait que là, avant de souper, on va faire un petit peu de révision sur tes mots de vocabulaire. Je décide de faire ça. Sinon, on reprend des exercices qu'on sait qu'ils ont vus la semaine d'avant, puis qu'elle n'a pas eu le temps de faire. On se base là-dessus pour refaire des compréhensions de texte, des équations mathématiques. Comme adulte, je me dis toujours, OK, on va regarder ça, ça va prendre 20 minutes, ça va être fait. Mais finalement, ça ne fonctionne pas. Là, elle refuse de le faire. C'est là que comme parent, tu ne sais plus
comment Quoi tu faire. prends. Tu vas-tu y proposer des récompenses? Tu vas-tu y proposer... Ça fonctionne pas parce qu'on dirait qu'on est trop gâté. Fait que quand tu lui donnes pas de récompense, on dirait que ça n'a pas d'effet sur elle. Puis votre réflexe premier était vraiment bon, c'est-à-dire que vous étiez pas mal dans les recommandations qu'on dit là, au niveau des enfants de cet âge-là. On parle en première année d'une recommandation d'environ 30 minutes par soir de devoir maximal. Fait que de dire on prend une petite demi-heure pour en faire au retour de l'école, ça allait parfaitement dans les recommandations. Mais là, ce que vous me dites, c'est que le temps de se mettre au travail, le temps parfois, des fois, même pendant les travaux, qu'elle va avoir de la difficulté à garder son attention sur la tâche, ça fait que ça peut s'étirer sur beaucoup plus longtemps que 30 minutes. Ça peut aller jusqu'à combien de temps, par exemple, une période de devoir avec le temps qu'elle se mette à la tâche, qu'elle fasse et tout ça, ça peut prendre combien de temps environ? Bien, en général, j'espère que ça va être moins qu'une heure avec la négociation et tout de le faire. Mais on s'est retrouvé des soirées où, disons, on était à la veille un peu de sa révision de la semaine. On voulait absolument qu'elle acquiert l'orthographe des mots qu'elle devait apprendre cette semaine-là. Puis là, on s'était tiré jusqu'à 1h30. Puis c'était pas 1h30 le fun. Puis dans ce temps-là, c'est plate. Mais là tu sais, Zoé, c'est comme si elle se retrouve avec un défi qui est peut-être un petit peu plus grand que ce qu'elle est capable de réaliser. Puis là, il faut essayer de voir aussi un petit peu en partant de ce qu'elle est comme enfant. Tu sais, par exemple, des fois, il y a des enfants qui vont avoir des difficultés, par exemple, à garder leur attention sur une tâche longtemps ou à persévérer dans une tâche, soit parce qu'ils vont manquer de confiance en eux ou tout ça. D'autres, ils vont avoir de la difficulté à se mettre à la tâche. Donc, juste tu sais, ils vont, par exemple, jouer un petit peu ou ils veulent une petite collation, ou ils vont essayer de négocier plein de petits trucs. Fait que dans ce sens-là, ça pourrait être quand même intéressant d'explorer certaines petites stratégies pour voir avec vous un peu. On va peut-être commencer par voir un peu qu'est-ce que vous avez observé, qu'est-ce qui semble être difficile pour elle. Est-ce que c'est davantage avant de se mettre à la tâche ou pendant ou un mélange de tout ça? L'ensemble des réponses. L'ensemble des réponses. Tout est difficile. Tout est difficile. Puis la seule stratégie qu'on a comme essayé de notre côté, c'est on va diviser la tâche. Le matin, genre, on pense qu'elle est plus disponible pour faire ce travail-là. Fait qu'on a dit on va en faire un peu le matin, un peu le soir. Puis ça fonctionne certains matins, mais souvent, c'est ça finit. Bien, c'est une bonne stratégie. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont opter pour ça. Des fois, l'enfant, le matin, il est plus reposé. Des fois, il va regarder les leçons le matin, juste les mots de vocabulaire pendant qu'on déjeune ou après, puis prendre un petit moment pour ça. Mais effectivement, pas juste de fractionner la tâche comme ça, mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de fractionner la tâche pendant que vous êtes en train de la faire. Donc, par exemple, soit en utilisant une petite minuterie, ça peut être... même avec un cellulaire ou de quoi de même, mais de faire des courtes périodes. Fait que, tu sais, je dirais, par exemple, on pourrait penser à 1 minute d'attention par année d'âge. Fait qu'on lui demande au moins 6 minutes d'attention en continu. Puis quand on parle d'attention en continu, c'est elle est concentrée sur sa tâche puis elle travaille. Après ça, elle a le droit, par exemple, à 1 ou 2 minutes de petite pause bougeotte. Fait qu'elle peut se lever, danser, sautiller sur place. Donc, quelque chose où elle va vraiment bouger tout son corps, pas juste bouger les mains, mais ça peut lui permettre à ce moment-là d'aérer un petit peu le cerveau puis de pouvoir refocuser par la suite. Fait que ça, c'est intéressant. Ça segmente la tâche en plusieurs petites portions. Puis aussi, tu sais, à la limite, il pourrait avoir, quand on parlait est-ce qu'on donne une récompense? Peut-être pas nécessairement une récompense, mais valoriser ces petites étapes-là. Fait que ça, par exemple, on a une feuille, puis on a étape 1, 2, 3, 4, par exemple, qu'on a 4 petites périodes de 6 minutes à faire. Période 1 est fait, OK, on fait un petit crochet ou on te met une petite étoile à côté de ta période 1, tu as réussi. On se remet à la tâche pour la période 2 d'un autre 6-7 minutes maximum. On recommence, une autre petite pause bougeotte. Fait que ça peut être quelque chose à explorer, de vraiment faire des petites séquences comme ça. Parce que des fois, ce qui va arriver, c'est que ça prend tellement de temps à ce que l'enfant soit assis qu'une fois qu'il est assis, on se dit hey, « je le ferai pas se relever parce que là, ça va être fini, il va vouloir aller jouer », mais au contraire, ça leur fait du bien. Puis des fois, juste de dire « hey, cours 2 tours de table, tu sais, autour de la table », ça va leur permettre de dépenser leur énergie. Fait que ça peut être quelque chose qui peut être positif là, à explorer. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner dans votre structure à la maison ou avec Zoé?
Oui, j'ai déjà un petit peu essayé ça, mais pas aussi structuré, là. Je trouve ça le fun, l'idée que tu amènes de vraiment faire un petit tableau avec, tu sais, les segmentés. Ça serait quelque chose que je pourrais essayer parce que, oui, j'y ai proposé, là, OK, on se concentre là-dessus un petit temps, puis après ça, on va faire d'autres choses. Quand vous parlez d'un 6 minutes, tu sais, à la tâche, On continue. quoi faire, c'est que si elle ne veut pas s'y mettre. Bien, en fait, c'est ça. On commence à calculer le temps quand elle est à la tâche. Fait qu'à ce moment-là, c'est de la valoriser là-dessus, tu sais, au lieu de souligner le comportement qui est négatif, de dire « Zoé, t'es encore debout », tout ça, de dire « Moi, je mets la minuterie quand tu es assise, puis que tu as ton crayon dans les mains, puis que tu commences à travailler. Alors, tu me diras quand tu es prête à ce que je parte la minuterie. Le 6 minutes commence là. » Fait qu'à ce moment-là, on valorise le comportement attendu. L'autre chose qui peut être intéressante, si c'est, mettons, de se mettre à la tâche qui est difficile, c'est de lui offrir des choix. Par exemple, on pense souvent que pour l'enfant, il faut absolument qu'il soit assis à un bureau, à une table, en silence pour être dans vraiment des bonnes dispositions pour travailler. Il y a certains enfants pour qui ça fonctionne très bien à plat ventre par terre. C'est pour eux autres qui ont besoin de bouger davantage, d'apprendre d'une autre façon. Fait que de lui laisser le choix de dire « OK, ce 6 minutes-là de travail, tu veux le faire où? Tu veux le faire assis dans les escaliers, assis sur une marche avec le cahier sur l'autre marche plus haute? Pas de problème, on l'essaye. Après ça, on évaluera si ça a bien fonctionné ou pas. Peut-être que ça n'a pas été efficace, peut-être que ça l'a été. Moi, mon fils aimait faire ses devoirs à plat ventre dans le salon par terre. Ça fonctionnait très bien pour lui. Il avait besoin de gigoter les pieds pendant qu'il était comme ça, puis ça fonctionnait. Fait que tant mieux, tu sais. Il faut expérimenter aussi. Il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant pour qu'elle ait un petit choix. De dire, OK, Zoé, tu as le goût de commencer tes devoirs où ce soir? Est-ce que tu as le goût de commencer à la table de la cuisine, à un petit bureau de travail, dans les escaliers, dans le salon? Fait que déjà, elle a un petit pouvoir sur une situation sur laquelle ça lui tente plus ou moins de travailler. Bien, déjà, de prendre une décision, ça va peut-être lui donner un petit peu l'énergie nécessaire pour se mettre à la tâche, là. Donc, ça peut être quelque chose à expérimenter également, là. Ben, j'aime beaucoup ça parce que ça peut être un jeu, tu sais. Je le vois, j'ai toujours du fun avec, là, tu sais. Là, on parle d'un aspect qui n'est pas le fun avec elle, mais tu sais, moi, je suis très proche de ma fille, puis on y est souvent ensemble. Ça, je le verrais, là, tu sais, justement, pour dire que tu as le choix, tu sais, tu veux le faire assis sur le comptoir, assis à la laveuse, tu sais, dans l'escalier. Fait que, tu sais, je pense qu'elle va ça va l'appeler, là. Elle va aimer ça, tu sais, de dire j'ai le choix de faire ça n'importe où, ça peut être pas trop strict, pas trop structuré. C'est ça, elle reste très jeune encore. Elle a 6 ans, elle est en première année. Ce qu'on veut, c'est lui donner, tu sais, le goût d'apprendre dans le plaisir. Puis quand on parle de jeu aussi, on peut utiliser des objets, par exemple, que ce soit pour addition, multiplication, pas multiplication à cet âge-là, excusez, mais addition ou les mots de vocabulaire. On peut s'asseoir par terre avec l'enfant, les jambes écartées, puis on lance le ballon. On lui dit, par exemple, une addition, par exemple, 1 plus 1, puis l'enfant nous retourne le ballon avec la réponse, ou on lui donne un mot, par exemple, épelle-moi tel mot, puis l'enfant retourne le ballon en l'épelant, ou en épelant une lettre à la fois. Donc, on peut utiliser des objets comme ça du quotidien qui peuvent aider l'enfant aussi à apprendre en bougeant ou en étant dans l'action. Parce qu'une des choses qui est importante à se rappeler, c'est que quand le cerveau a de la difficulté à focusser sur quelque chose, souvent, quand on va aller bouger d'autres parties du corps, le cerveau va comprendre le message que là, il peut se remettre à la tâche. Mais quand le corps est immobile, le cerveau part dans toutes les directions. Fait que c'est pour ça, surtout chez les enfants très jeunes, comme ça, qui ont 6 ans, puis en plus, dans les plus jeunes de classe, qu'on va souvent observer des comportements d'agitation, on va souvent observer des comportements d'inattention, difficulté à persévérer dans la tâche parce que ils ont de la difficulté à ce que leur cerveau soit focusé sur quelque chose parce qu'ils ont besoin de bouger physiquement, puis c'est normal pour eux autres. C'est très le fun, ça aussi.
C'est ça, puis ça fait en sorte que, tu sais, si vous dites que la période des devoirs s'étire sur plus que le 30 minutes de recommandation, bien, il y a quand même eu une partie qui était un peu dans le jeu puis dans quelque chose d'agréable dans le moment avec vous. Fait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup moins difficile puis beaucoup moins lourd pour elle. C'est pas comme si on se retrouvait avec 1 heure à travailler puis avoir l'impression que c'est vraiment quelque chose qui demande un gros effort. Elle va avoir eu du plaisir puis elle va avoir acquis une belle confiance. Alors, surtout après une journée à l'école où elle a déjà fait un effort de concentration, d'attention, mais si elle rendue à la maison, on lui demande encore de fournir un autre effort comme ça, il faut qu'on le fasse différemment. Sinon, à un moment donné, ça devient exigeant pour elle. Puis, c'est ça, à 6 ans, la tête, le corps a une limite là, de capacité là, à rester immobile puis à être attentif sur un travail ou une tâche. J'aime beaucoup ça. Parce que ce que je veux, c'est passer du bon temps avec elle. T'sais, pour moi, c'est le même que je le vois. Là. Le temps de devoir que je passe avec elle, c'est une occasion d'être proche d'elle, puis on se concentre là-dessus ensemble. T'sais, on fait quelque chose ensemble. Fait que c'est le fun ça peut être plus ludique, là, oui. On parlait tantôt des petites pauses pour bouger. Là, à ce moment-là, elle va plus se lever debout, marcher, danser, sautiller. Mais pendant qu'elle fait des devoirs, si c'est difficile pour elle de garder son attention, d'avoir un petit objet qu'elle peut manipuler, ça peut aider. Et il y avait une ergothérapeute, là, Josiane Caron-Santa, pour ne pas la nommer, qui est une collègue avec qui j'ai coécrit un livre, qui parle aussi d'aider l'enfant à garder le focus en lui offrant une petite collation croquante. Donc ça aussi, ça va travailler l'enfant, par exemple, en activant au niveau de sa bouche et tout ça, en croquant, par exemple, des céleris ou des carottes, bien, à ce moment-là, ça va aider au niveau du focus. Fait qu'en ayant ça pas loin, mâcher la carotte ou le céleri en même temps qu'il est en train de faire un devoir, le focus va aider également. Donc, c'est quelque chose qui peut être également positif là, pour elle afin de pouvoir maintenir, disons, l'attention un petit peu plus longtemps pendant les petits segments là, qu'on lui demande de travailler sur la tâche qu'elle a à faire. Là. OK. Oui, surtout le côté de collation, je retiens, là, parce que les objets, je trouve que ça la déconcentre plus que d'autres choses. Je sais pas si c'est... tu sais, elle a un efface, un crayon, 2-3 crayons devant, tout ça, puis à un moment donné, je l'enlève parce que là, elle se concentre, elle manipule juste ça au lieu de lire sa phrase, disons. Fait que, mais tu sais, la collation, je pense que... Dans notre cas, je pense que ça pourrait être plus approprié. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, à quelque part, quand que je propose des stratégies comme ça, tu sais, il y en a que je vous ai demandé, pensez-vous que ça pourrait ressembler à quelque chose qui fonctionnerait avec Zoé? Puis, effectivement, tu sais, les gens qui vont entendre au niveau du podcast, il y en a qui vont dire, ça, non, je pense que ça fonctionnerait moins bien avec mon enfant. Je pense que quand on lit ou qu'on entend des stratégies, c'est toujours du essai-erreur. Puis, des fois, ben, tu sais, vous êtes la personne qui connaissait le mieux Zoé. Fait que je pense que d'être observateur, de voir un peu justement qu'est-ce qui fonctionne bien avec elle. Vous dites, les objets sensoriels, moi, je me rends compte que ça la stimule plus qu'autre chose. Bien, c'est à éliminer. C'est pas quelque chose qui fonctionne bien pour elle. Fait que ça veut dire que vous la connaissez bien dans ses capacités, mais dans ses limites également. Puis à ce moment-là, bien, c'est correct. Il y a des enfants pour qui ça fonctionne bien, puis d'autres pour qui ça va être juste un petit jouet qui va déconcentrer plus qu'autre chose. Une autre stratégie qui peut peut-être aider, c'est les petites pauses sensorielles qu'on peut dire, c'est-à-dire prendre quelques secondes juste pour mettre les mains devant les yeux, se boucher les yeux, pour juste reprendre son calme, se boucher les oreilles, tu sais, pour pas entendre de bruit. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Serrer les mains fort, 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 puis après ça, les relâcher. Question aussi d'aller... des fois, ça fait un petit bout de temps qu'on écrit, tout ça, pour essayer de détendre les muscles. Fait que ça peut être des choses qui sont aidantes aussi, sans qu'on ait des petits objets autour de nous. Ça reste du domaine sensoriel, mais c'est pas quelque chose qui va être demandant là, au niveau de l'attention. C'est pas quelque chose qu'elle risque de jouer avec, là, par exemple. Donc, en conclusion, on a quand même parlé de plusieurs stratégies, dont certaines, là, Patrick, que tu trouvais qui pouvaient être intéressantes à explorer avec Zoé. Donc, on a parlé des petits segments, par exemple, de 6 minutes avec les petites pauses bougeottes.
Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu sentais qui pouvait fonctionner bien là, avec Zoé, c'est ça? Oui, avec une aide visuelle là, pour qu'elle voit que ça marque vraiment le temps puis qu'il va y avoir une fin à l'exercice, là, finalement, qu'elle puisse le visualiser. OK, super. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'effectivement, Zoé va pouvoir voir de façon plus concrète les efforts qu'elle a fait jusqu'à présent, puis les efforts qui restent à faire avant la fin de l'exercice. De ce côté-là, j'aimerais ça qu'on puisse aborder si jamais, par exemple, ça fonctionne pas, si jamais elle veut pas se mettre à la tâche ou si jamais ça s'éternise et que là, bon... entre l'étape 2 puis l'étape 3, c'est interminable. Ça va sûrement arriver. 2 choix que je verrais. Soit qu'on prend une pause un petit peu plus longue, puis qu'à ce moment-là, vous faites une activité plaisante avec elle, puis vous réessayez un petit peu plus tard, ou le lendemain matin, comme vous avez déjà essayé, ou vous décidez de carrément lâcher prise, mettre une petite note au professeur en disant « On a essayé ce soir, c'était difficile, ça fonctionnait pas », puis là, vous misez vers une soirée agréable en famille et ne pas revenir là, sur les devoirs qui n'ont pas fonctionné. Parce que c'est sûr qu'à 6 ans, ben comme je le disais tantôt, capacité d'attention limitée, des fois besoin de bouger, tout ça, et peut-être qu'il y a des soirs qu'elle va être plus fatiguée que d'autres, comme nous, hein, comme les adultes, ne sont pas toujours en forme de façon égale. Alors, je dirais que de ce côté-là, vous êtes plein de bonne volonté pour ces apprentissages, mais des fois, c'est le fun aussi de s'enlever de la pression comme parent puis de lâcher prise parce que notre rôle n'est pas nécessairement d'être un enseignant puis d'être un petit prof, mais de consolider les apprentissages qui sont faits à l'école. Fait que si on voit qu'à un moment donné, ça ne fonctionne plus puis que ça ne rentre plus, bien, on peut aussi juste mettre une note et retourner la responsabilité à l'école de dire, bien ça, on a essayé puis ça ne fonctionne pas pour ce soir, on va réessayer une autre fois, par exemple. Fait que ça nous laisse à peu près 4 semaines d'exploration là, et d'expérimentation avant qu'on se revoie. Fait que j'ai bien hâte de voir comment tout ça va s'être passé. Puis, je vous dirais justement de ne pas hésiter à essayer des choses. Et si vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, à tout simplement les laisser de côté. Hein, c'est pas l'objectif, c'est pas des devoirs là, que je vous donne, justement. Fait que vous n'avez pas nécessairement à dire « Hey, il faut qu'on le fasse pendant les 4 semaines. » Si vous voyez qu'après une semaine, ça fonctionne pas bien, on arrête tout simplement, on réajuste ou vous-même, en connaissant bien votre fille, vous pouvez adapter un peu certains des moyens là, dont on a parlé. D'accord. Ça vous irait comme ça? Oh oui, merci beaucoup. Toutes les aides sont bienvenues là, quand on voit que ça ne fonctionne pas. Là. Fait que c'est le fun d'avoir des nouvelles stratégies pour essayer que ce soit plus le fun, finalement, à le faire. Ben oui, super. Fait qu'on se revoit dans 4 semaines pour la suite des choses. Comme l'a bien expliqué Patrick, la période de devoir, ça peut être frustrant et décourageant pour les enfants, mais pour les parents aussi. Comme parents, là, on se dit « On va-tu se chicaner à tous les soirs jusqu'à temps que nos enfants rentrent au cégep? » C'est sûr qu'il y a des moyens pour rendre les devoirs plus agréables. Heureusement, Solène a proposé beaucoup de stratégies, dont fragmenter les périodes de travail, offrir des choix à l'enfant et pratiquer le bon vieux lâcher-prise. On retrouve Patrick et Solène quelques semaines plus tard pour voir ce que le papa a mis en place et comment Zoé a réagi. Alors, bonjour Patrick. Ça fait près d'1 mois qu'on a enregistré la première partie de l'épisode. Donc, j'aurais envie de te demander, par rapport à tout ce qu'on avait discuté la première fois pour les devoirs, les défis qu'il y avait en lien avec les devoirs de Zoé, sur une échelle de 1 à 10, tu dirais que les changements, tu les mettrais à peu près à quel niveau? Bien, je me croise les doigts, mais j'aurais envie de dire 10. Ah oui? À ce point-là? Fait qu'il y a vraiment eu des beaux changements? Oui, on a vraiment changé de stratégie, puis aussi la montagne qu'on semblait avoir devant nous face à tout le rattrapage qu'on avait à faire, ça s'est un peu estompé parce avec la bonne collaboration qu'on a eue entre nous autres, on a réussi vraiment à revenir un peu au niveau du reste de la classe, puis ça va vraiment bien.
Super. Fait que d'abord, en fait, ce qu'on avait parlé la première fois, c'est dans le fond d'essayer de rendre l'atmosphère un petit peu plus détendue. Donc, une stratégie, en fait, de laisser des choix davantage à Zoé, de, par exemple, l'endroit où elle fait ses devoirs. Tout ça, c'était une des stratégies. Est-ce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné avec elle? Oui, bien, c'est essentiellement vraiment ça qui a tout changé la donne. Tu leur redonner un petit peu de pouvoir de choisir où elle fait ses affaires. Puis, tu sais, comme la première journée qu'on a commencé à faire nos essais, on s'est retrouvés, j'ai demandé où elle voulait faire ses devoirs, elle a dit « Ah, dans l'escalier », tout ça. Puis finalement, c'est la seule fois qu'on a fait ça. Naturellement, elle aimait mieux revenir finalement à la table de salle à manger comme on fait, ou sur son tableau blanc là, pour faire soit des équations, ses mots et tout ça. Fait que, mais l'idée, c'est vraiment, on est vraiment embarqué dans le ludique. C'est ce qui a fait de la différence vraiment. Là. Puis de lui demander, juste de lui dire, t'as envie de faire tes devoirs où, ça fait déjà une grosse différence plutôt que, viens, on va s'installer à la table pour faire ça. Je pense que c'est un peu ça, là, l'approche que vous avez eue par rapport à ça. Fait qu'à quelque part, si elle s'installe à la même place que vous faisiez avant, c'est quand même son choix. Oui. OK. Fait que elle a l'air de se sentir bien par rapport à tout ça. Fait que j'en comprends que l'atmosphère dans la période des devoirs est beaucoup plus détendue que c'était avant. Oui. Puis l'idée vraiment, là, c'est que j'ai essayé de rendre ça le moins formel possible. C'est ce qui a fonctionné vraiment le mieux. On avait parlé de peut-être y aller avec le jeu pendant qu'on faisait les exercices. Oui. C'est vraiment ça que j'ai gardé en tête. Puis tu sais, je le fais, mettons, tous ces exercices, j'ai fait sous forme de quiz ou de devinettes. On fait des mimes pour trouver ces mots. Fait, c'est chouette. Comme ça se fait vraiment dans le jeu, ça a l'air moins formel, ça n'a pas de l'air plate. Puis ça se fait vraiment bien. Là, depuis, ça fait au moins 3 semaines qu'on pratique ça. Puis c'est vraiment le jour et la nuit. Là, elle a l'impression qu'on joue ensemble. Puis j'en ai plus de problème. J'espère que ça va tenir. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est sûr qu'avec l'âge qu'elle a, elle est très jeune encore. Elle a 6 ans. Fait comme on disait, juste par rapport à son degré de maturité, des fois, c'est difficile pour eux s'ils ont été assis durant la journée, puis tout ça, de se retrouver le soir encore dans un contexte formel, d'être assis, puis de faire encore, on pourrait dire, des travaux de façon plus sérieuse. Même les profs essaient de varier un peu les stratégies d'apprentissage, fait que c'est le fun de pouvoir aussi essayer ça à la maison. Je vous avais aussi proposé d'essayer d'avoir un petit outil visuel pour voir un peu comment elle avançait dans ses travaux pour s'encourager, pour pouvoir persévérer. Donc, d'avoir, par exemple, les différentes étapes, les périodes sur papier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place avec Zoé, ça? Oui, première journée qu'on a essayé de mettre en pratique les trucs que vous nous aviez donnés. J'ai vraiment fait un tableau, 3 petits segments, puis de la préparer mentalement. OK, on va faire 3 segments de 6 minutes. Après ça va être terminé, ça va bien aller. Mais encore là, ça doit lui donner un cadre bien formel. Tu sais, j'étais là avec mon petit tableau sur la table, elle voyait ça venir. Cette journée-là, ça s'est pas bien passé. Okay. Assez que, justement, on a lâché prise à un moment donné parce que je voyais que ça mènerait à rien. Là. Puis en plus, c'était en soirée, la période où c'était peut-être le moins réceptive. Fait que c'est pas ce qu'on a retenu finalement comme stratégie. Là. Oui, puis c'est ça, je pense, qui est important aussi, c'est que quand des stratégies vous sont proposées, que ce soit par l'école ou par une intervenante, c'est toujours de voir, bien, premièrement, vous êtes les personnes qui connaissez le mieux votre enfant. On essaie, on se rend compte que ça fonctionne pas, soit on adapte la stratégie, soit on la laisse tomber tout simplement. Là, c'est pas nécessairement une recette à suivre, c'est vraiment de s'assurer que la stratégie répond aux besoins de l'enfant puis est efficace. Si elle n'est pas efficace, ça sert à rien de s'acharner puis de continuer de la faire. On avait parlé de prendre des petites pauses à l'occasion. Est-ce que c'est quelque chose quand même si vous n'aviez pas le petit tableau en séquence que vous avez quand même fait, arrêter après un certain temps, se lever, bouger un peu? Est-ce que vous avez exactement. Même si j'y allais pas avec le tableau formel, moi, dans ma tête, ça m'a resté que l'enfant va avoir un niveau d'attention pendant un temps limité. Donc, oui, on le fait. Moi, je le fais naturellement. Là, je sais qu'après 6-10
10 minutes, là, il va falloir qu'elle fasse d'autres choses. Fait que, souvent, elle travaille, elle est debout, fait que déjà, elle bouge. Mais en plus, si je vois que je sens qu'elle a besoin de plus, ben, on prend un petit temps plus long, puis après ça, on revient à ce qu'on est en train de faire. Fait que même si on le fait pas visuellement, je l'ai quand même pratiqué en quelque part, là. Bien, c'est vraiment super. Ça veut dire que vous avez réussi non seulement à appliquer des nouvelles stratégies avec Zoé, mais vous avez réussi en plus à être à l'écoute de Zoé, de votre enfant, puis aussi d'adapter les stratégies pour qu'elles soient le plus collées à ses besoins. Fait que c'est vraiment super. Ça veut dire que vous avez fait vraiment une bonne job, je dirais, d'observation comme parent. On avait parlé aussi peut-être de lui donner quelque chose à faire, comme grignoter pendant. Oui. Ben, c'est un peu ça. On vient de l'école, elle fait ses collations, elle a ça sur le coin de la table, fait qu'en même temps, tout se passe, elle joue, elle est debout, elle va au tableau, elle revient sur son calepin, elle mange un peu à travers. Fait que c'est comme pas contraignant, c'est pas trop formel, fait que tout se passe bien comme ça. OK, super. Fait que dans le fond, les devoirs se font, mais sans nécessairement qu'il y ait un cadre là, aussi rigide ou clair ou en tout cas formel comme avant. C'est que quelque part, vous lui permettez un peu justement de faire ça à son rythme ou de la façon qu'elle veut, qu'elle soit debout, qu'elle soit assise, qu'elle soit au tableau, qu'elle soit à la table de cuisine ou dans l'escalier. Ce qui est important, dans le fond, c'est qu'elle soit en mode d'apprentissage, puis que ça se fasse dans le plaisir, puis dans une atmosphère détendue. C'est un peu ça l'objectif. Puis je sens qu'avec ce qu'on discute maintenant, puis ce qui a été mis en place les dernières semaines là, par vous puis votre femme, c'est ce qui a été un petit peu le résultat de tout ça. Fait que c'est vraiment chouette, hein? Oui. Est-ce que vous avez vu un changement du côté de Zoé, de son côté, pour elle, de la façon qu'elle vit les devoirs? Parce que là, vous avez parlé de, être un petit peu plus libre, elle fait ses choses, mais dans son attitude par rapport aux devoirs, est-ce que vous avez vu des changements? Bien, aujourd'hui, oui. Encore cette semaine, alors qu'au début, il y avait vraiment beaucoup de résistance, puis elle ne voulait pas parce que c'était difficile. Puis quand c'est difficile, son premier réflexe, c'est de ne pas vouloir le faire. Là, comme ça va bien, elle les a intégrés, elle est rendue fière qu'on fasse cette période-là, puis de me montrer à quel point elle sait ses mots, elle est capable de faire ses soustractions et tout ça. Fait que là, je me bats pas avec elle, là, c'est elle qui veut me le montrer parce qu'elle est fière d'elle, là. Donc, ça a eu un impact également sur non seulement sa motivation, mais aussi sur son estime personnelle, sur le fait qu'elle avait une fierté de voir qu'elle était capable, de se sentir bonne, de se sentir capable. Fait que c'est vraiment gagnant pour toute la famille, finalement. C'est ce que je comprends. Super. Parce qu'en résumé, là, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que vous avez ajusté vos attentes selon son âge, selon aussi sa capacité d'attention, en faisant justement des périodes plus courtes, intégrant le jeu, intégrant aussi des choix pour elle. Puis, dans le fond, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a moins de collaboration, soit de varier les moyens ou encore d'arrêter la période de devoir, de prendre ça dans un moment où ça sera mieux. Fait que ça semble avoir été un beau succès, en tout cas, tout ce que vous avez mis en place. Bravo à vous et votre conjointe là, pour tout ça. Les dernières semaines, c'est quand même des beaux résultats pour vous, puis aussi pour l'atmosphère familiale qui a dû aussi beaucoup changer durant la période de devoir. Écoute, Solène, on a parlé des devoirs en long et en large, mais j'ai encore quelques questions. Mettons, moi, comme parent, là, c'est quoi mon rôle pendant la période de devoirs et de leçons? Bien, en fait, le rôle d'un parent, c'est pas nécessairement d'être un enseignant ou d'aller apprendre des concepts à l'enfant. L'enfant, il est là pour faire des devoirs, pour consolider ce qu'il a déjà appris à l'école. Fait qu'on est plus là pour le guider, l'accompagner, le mettre dans des bonnes conditions. Souvent, on connaît notre enfant, fait qu'on sait s'il a besoin de silence ou s'il a besoin de s'installer à plat ventre dans le salon parce qu'il est mieux comme ça, mais on est là pour mettre en place les conditions pour que ces devoirs se fassent de la meilleure façon possible, finalement. Puis, on a aussi beaucoup parlé là, d'accompagner notre enfant, d'être présent avec lui pendant les devoirs et des leçons, mais quand est-ce qu'ils font ça tout seul? Bien, je dirais que c'est variable selon les enfants parce que, tu sais, il y a tellement
d'éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, la maturité de l'enfant, mais aussi est-ce que l'enfant peut avoir des difficultés d'apprentissage, TDAH, des difficultés d'attention, des fois des difficultés aussi au niveau de la confiance en lui, donc dans la persévérance, dans les tâches, fait que c'est assez variable, je dirais. Mais je dirais que de façon générale, le premier cycle, première, deuxième année, l'accompagnement d'être toujours à côté de son enfant ou très près, parce que des fois, on a d'autres enfants à s'occuper aussi, mais d'être très près parce que l'enfant ne maîtrise pas très bien la lecture encore. Alors, de pouvoir lire les consignes avec lui, s'assurer qu'il a bien compris, superviser les étapes du travail, c'est essentiel. Donc, je dirais qu'à partir du moment qu'il arrive au deuxième cycle, la troisième année, là, selon le niveau d'autonomie de notre enfant, selon ce qu'on est capable d'observer, on peut, je dirais, avoir une supervision, d'être proche. Par exemple, si notre enfant fait les devoirs dans la cuisine, on peut préparer le repas, s'assurer t'es rendu où, ça va-tu, t'as-tu besoin d'aide? Je dirais pas de changer complètement de pièce au début, mais pour s'assurer finalement que les choses se passent bien pour notre enfant, puis s'assurer que, il se décourage pas, qu'on puisse y envoyer un petit pouce en l'air, qu'il nous voit, qu'il y ait un contact visuel avec nous pendant que, on est en train d'allaiter le plus jeune ou qu'on ait, justement, préparation du souper ou autre chose à faire. Mais on peut tranquillement laisser faire des petits bouts de travail seul. Des fois, dire, OK, je te laisse tout seul. On pourrait même utiliser une minuterie visuelle, un petit sablier, le micro-ondes, puis dire, je te mets un petit 5 minutes, je te laisse aller seul et je reviens te voir. Donc, pour favoriser finalement un peu d'autonomie chez l'enfant là, à travers tout ça. Est-ce que c'est utile, les devoirs au primaire? En fait, ça aide à consolider certains apprentissages. Ça, c'est certain. Par contre, on se rend compte que ça met une certaine pression chez les parents. Donc, de trouver le bon moment. Souvent, on arrive du travail, l'enfant est fatigué. Nous aussi, on a notre journée dans le corps. Puis de trouver le meilleur moment avant le souper, après le souper, on a nos tâches à faire, notre responsabilité parentale avec, le reste de la famille. Donc, il y a beaucoup de parents, en fait, quand ils se retrouvent dans un contexte où le prof donne pas de devoirs, où les devoirs sont faits en classe, ils sentent un grand sentiment de liberté ou d'allègement. On constate aussi qu'il y a certaines inégalités sociales qui ressortent là, à cause des devoirs. Tu sais, par exemple, les parents qui sont issus des communautés culturelles qui ne maîtrisent pas parfaitement le français. Des fois, on est obligé d'aller soutenir par de l'aide aux devoirs ou tout ça parce que le parent ne pourra pas nécessairement aider l'enfant tout le temps. Donc, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas une unanimité sur toute la ligne là, sur les devoirs à l'école. Et quand on parle des devoirs, moi, j'ai des souvenirs très clairs là, de mon fils qui arrive avec ses devoirs, qui ne comprend pas trop, de moi, très confiante, qui fait « Mon gars m'a aidé, j'étais super bonne à l'école », et de pas tant comprendre non plus c'est quoi son devoir. Qu'est-ce que je peux faire quand je comprends pas, puis mon enfant non plus? De façon générale, je dirais que notre job ne devrait pas être d'enseigner parce que justement, les méthodes ont changé depuis qu'on est allé à l'école un petit peu. Puis des fois, on peut les induire un petit peu plus en erreur que d'autres choses. C'est la stratégie, des fois, je retiens, mon truc en mathématiques ou je sais pas quoi, là, ça marche pas nécessairement toujours de la même façon. Il y a des ressources quand même qui existent comme Allo Prof Parents qu'on peut avoir accès en ligne. On peut les appeler également, qui sont disponibles. C'est des professeurs, des bénévoles qui sont impliqués, qui sont là, qui peuvent vraiment être d'un grand soutien pour les parents. Il y a aussi des organismes communautaires et des écoles là, qui offrent des services d'aide aux devoirs. Donc, si on se sent à un moment donné pas outillé par rapport à ça ou qu'on sent que cette période-là devient trop pénible pour nous, je pense que d'aller chercher les ressources peut nous aider à disons, garder l'atmosphère familiale plus agréable, puis à faire en sorte qu'on n'ait plus cette pression-là sur les épaules. Moi, je pensais que j'avais fini avec l'algèbre. On n'a jamais fini avec l'algèbre. Non, avec l'algèbre. Puis quand est-ce qu'on sert de ça, finalement? Plus tard, on le sait pas. On le sait pas, mais en fait, on apprend l'algèbre pour ensuite pouvoir aider nos enfants avec l'algèbre, mais on les aide pas plus parce qu'on savait même pas comment faire au début. C'est ça. Puis on s'en rappelle plus. Non, exactement. Merci beaucoup, Solène. Ça fait plaisir.
Qu'on le veuille ou non, les devoirs, ça existe. Mais la période qu'on leur consacre n'a pas besoin d'être pénible. Elle peut même être, oserais-je dire, le fun. Évidemment, aucune famille est à l'abri d'un devoir de grand-mère qui nous donne du fil à retordre. L'important, c'est d'être présent pour notre enfant puis de souligner le positif dans ce qu'il fait. Les notions à retenir, c'est fragmenter, valoriser, donner des choix, bouger, lâcher prise. Pratiquez-les, ça va être des mots dans la prochaine dictée. Merci d'avoir écouté cet épisode sur la période des devoirs. Pour en savoir plus sur le sujet ou consulter des articles connexes, je vous invite à aller voir le site naîtregrandir.com/balado. Un merci tout spécial à nos invités, Patrick, le papa, et sa fille Zoé, ainsi que Solène Bourque, psychoéducatrice. À l'animation, moi-même, Gabrielle Caron. GPS, Guide parental simplifié, est un balado de Naître et Grandir en collaboration avec le studio de production Virage Sonore.